alors. D'accord, ça doit être quelque chose de pas très joli à entendre. C'est tellement joli que je peux te dire alors. D'accord, merci. C'est vrai que j'ai pas compris, mais bon, après il joue. D'accord. Et puis nous avons de merveilleuses dames qui sont avec nous. Ce soir, on va débuter avec Welcome la dynamique. Bonsoir. Yes, oh. Elle est dans la place. Yes, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que on apprend chaque jour, on grandit chaque jour. Et je suis très fière de rencontrer mes chefs ici aujourd'hui parce que depuis que je marche, je suis mascotte. Oui. Je n'avais pas encore eu la chance de rester avec les DG. Comme ça a commencé comme ça. Oboso, et... On laisse. Oboso. Qu'est-ce que ça veut dire? Oboso. Allez en avant. Oboso, Iboso, bifo. D'accord. Yes. Alors vous parlez justement, vous faites allusion à Herman Fomek, à notre, la mastodonte qu'on va présenter tout à l'heure, le doyen qu'on va présenter tout à l'heure. Vous faites allusion aussi à Yves Tchamadon. On espère qu'il y aura des billets violets qui vont parler ce soir, parce qu'on a des femmes qui sont avec nous. Et puis Inis Nietzsche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi aux couleurs. Bonsoir ma charmante Aline. Bonsoir la charmante Ali. Et bonsoir tous les spectateurs qui sont sur place. Oui. Vous êtes tout en couleur. Tout en couleur de mon pays. Vous êtes tout le temps comme ça? Je suis, il y a parfois, quand le pays joue, je suis avec, et quand mon équipe joue, je suis avec le vert blanc. Et quand Quand mon équipe joue, je suis avec le vert blanc, et quand le national joue, je suis avec mon équipe. D'accord, on va essayer on espère qu'il va accepter de se prêter au jeu ce soir. C'est comme il a mis la veste, c'est un peu compliqué. Alors Yves Tchamadon, ce que vous avez fait tout à l'heure, est-ce qu'on va pouvoir reprendre sur le plateau? Yves, on y va? Oui, tout à l'heure, le jeu que vous avez fait avec Inis. Kamakai? Nassara. Bon, ça n'a pas donné, on reprend. Non, elle est supportrice de l'Union. Oui, mais reprenez. Kamakai? Nassara. Ben voilà. Alors, bravo. C'est une supportrice de l'Union. Alors, c'est important de présenter aussi cette mastodonte parce que c'est quand même depuis les années 1973 qu'il travaille dans le monde du foot, dans le monde du sport. Moi, j'étais même pas encore née. C'est carrément un ancêtre du journalisme que nous avons sur ce plateau qui est là avec nous, qui a accepté de nous faire l'honneur, qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir. Albert Atangana Fouda, bonsoir. Oui, bonsoir Aline, c'est moi qui suis honoré parce que ce genre d'émission, Intime Conviction, on ne m'invite jamais parce que les sujets sont beaucoup plus sociaux et beaucoup plus socio-féminins. Je suppose. Non. Je ne sais pas souvent, bon, mais je vois souvent beaucoup plus de femmes sur les plateaux. Oui. Ben, c'est un honneur pour moi d'être là ce soir. Oui. J'espère que je vais être à la hauteur des attentes. Que vous allez nous restituer l'histoire. Oui, l'histoire, on ne la cache pas, l'histoire ne s'efface pas, l'histoire reste l'histoire. Oui. Et nous, en journalisme, nous sommes les témoins de l'histoire. Oui. Et nous devons rendre compte. Et ça, c'est important. Alors, voilà le décor qui est planté. Juste derrière la transition, le témoignage de Herman Fomek. Voilà, je rappelle que vous êtes le président de l'association camerounaise des arbitres de football, ça c'est pour le Vouri. Voilà. Alors, Herman, on a choisi de parler justement de cette rencontre qui s'est déroulée hors de Douala. Oui, la rencontre s'est déroulée à Yabassi. Oui. Et c'était un match de championnat, avec il fallait encore 2 journées pour boucler le championnat. C'était Bama FC, je vous permettez que j'oublie l'équipe qui venait de Douala. Et nous étions dans le trio arbitral qui devrait diriger le match. J'étais l'arbitre. J'avais mes 2 collègues qui étaient assistants. Nous partions dans le Douala pour Yabassi. Et à cette époque, généralement, quand vous partez du Douala pour Yabassi, parfois on prenait comme de la punition.
Parce que non seulement le trafic était très pas facile d'y arriver. Quand vous ratez le cas à 8 heures, vous avez raté le match, vous avez la sanction. Et nous sommes sortis à 6 heures. Nous sommes arrivés, le match va avoir lieu à 15 heures. Nous sommes arrivés à 13 heures. Et étant au stade, déjà, comme la tribune, c'est une seule parcelle de tribune, nous sommes assis de l'autre côté, à ce niveau. Les quelques supporters qui ont eu vent que les habits sont déjà au stade, se sont arrivés. Et comme il y a un peu de la broussaille autour, nous croyons qu'ils venaient peut-être vous défricher. Mais ils sont arrivés au gradin à côté de nous, ils ont déposé les machettes. C'est mon collègue qui me dit, est-ce que tu vois la machette là? J'ai dit, je vois, mais faisons comme si on n'a pas vu. Il s'est mis à chanter en langue locale. Bon, on continue un peu à se reposer. Bon, l'heure du match arrive, le match a commencé, nous avons pris pour commencer le match. Ça a bien commencé. L'équipe locale a mené. Mais vers la fin, l'équipe visiteuse a égalisé. Il y avait déjà le chahut derrière la tension commençait à monter. Il commençait à dire, certains disaient en français qu'on vous a payé des dollars pour venir ici. Vous êtes même venu avec l'équipe visiteuse. Pourtant, nous avons voyagé seuls. À la fin du match, c'était pas facile. Est-ce qu'il n'était pas facile? C'était pas facile parce qu'il y en a qui ont voulu entrer sur le stade. C'était avec des gourdins. Nous nous sommes retrouvés au centre du terrain, disant que ok, ça c'est dans mon cœur. Il dit ok, si vous voulez finissez avec nous une fois. Parce qu'on va fuir aller où c'est un village inconnu pour nous. Et donc on a eu un peu de la grâce parce que parmi les supporters, il y avait, je crois, la deuxième adjointe préfectorale de Yabassi qui était assis en civil. Certainement, il aurait dit quelque chose et puis ça s'est un peu temporisé. Nous sommes sortis du stade étant toujours en champ. On se demandait comment est-ce qu'on va faire pour trouver le car qui va nous ramener du Douala. Parce que quand vous arrivez le matin, il faut attendre peut-être encore 17 heures pour retrouver le car qui rentre du Douala. Dieu merci, on a trouvé un personnel. Nous sommes rentrés et en rentrant, donc, ils ont fait du chahut et en sortant des machettes, en gourdin, tout ça. Dieu merci, personne n'a été blessé, du moins le trio. Mais parce que peut-être la présence de cet administrateur a permis de calmer un peu la tension. Et nous sommes rentrés à Douala. Nous avons raconté un peu à notre administration de sport de là. Un mois après, il y a l'un de nous qui a été encore envoyé là-bas, il a décliné l'offre. Mais ça veut dire que vous avez eu la peur de votre vie. La peur bleue. Si c'était à Douala, la peur devait pas être aussi à ce paroxysme. Hein. Mais parce que c'était à Yabassi, nous tous là, nous tiens, je crois, nous sommes le trio était tous de l'Ouest. Et aller jouer à Yabassi dans un village un peu inconnu pour nous, c'était pas facile. C'était la première fois non, pour moi. Vous assistiez à ce genre de scène? Ah, ce genre de scène là-bas, oui. Mais moi, c'était la deuxième fois de jouer à Yabassi. Mais c'était la première fois que... vous assistez à ce genre de scène? J'assiste à ce genre de scène, étant au centre. Est-ce que vous avez eu une autre expérience pareille? Oui, j'ai eu une autre expérience, c'était à Bepanda. Et là, c'était un match interquartier. On nous a fait venir. Là, cette fois-là, j'avoue que j'ai sorti le coup de poing. Parce qu'il fallait me défendre. Oui, j'ai sorti. Pendant le match ou après le match? À la fin du match, parce que ça tempêtait derrière. On disait que nous avons pris de l'argent. Dieu merci, je n'avais jamais pris de l'argent. Mais parce que c'était des parieurs. À la fin, il y a un qui est venu vouloir vraiment entrer sur moi. J'ai laissé le sifflet, j'ai mis le sifflet dans la poche. J'ai sorti le coup de poing. Par la grâce de Dieu, j'étais plus fort que lui. Et puis, on est venu séparer. Et puis, nous sommes rentrés. Mais vous n'étiez pas en théorie, il n'y avait pas de force de l'ordre? Non, dans les championnats interquartiers, rarement il y a les forces de l'ordre. Rarement il y a les forces de l'ordre dans les championnats interquartiers. Après, il faut heureusement, à notre niveau régional, c'est quand il y a les matchs d'élimination directe parfois qu'il y a les forces de l'ordre. D'accord. Alors, Albert Tangada, vous allez nous dire des rencontres comme ça que j'ai qualifiées de rencontres à haut risque. Il y en a eu souvent, je parle du plan national. Oui, il y en a souvent. Écoutez, je vais vous faire un témoignage aussi. Il y a 2 saisons, ça je ne vous ai pas dit, je suis commissaire de match Elite One. On m'envoie à Bamenda, on m'appelle que je vais à Bamenda. Ma famille refuse. Ma famille dit que ce n'est pas possible. Ce qu'il y a là-bas, ça, si tu passes, c'est à Dieu.
Je leur ai dit, vous savez, moi, vous allez à l'église tous les jours, mais vous ne lisez pas. Nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. Et pourquoi il va m'embarrasser des choses que je ne maîtrise pas? Qu'est-ce qu'il fait en commissaire de match? Ah, c'est l'administrateur du match. C'est lui qui gère le match. C'est le VAR? Il est un peu le VAR? Non. Il représente l'administration. Donc, c'est lui qui gère administrativement le match. Ah, d'accord. Oui. L'arbitre est au centre là-bas. Quand il a pris son sifflet, le commissaire le suit seulement. Il va le noter après. Ah, d'accord. S'il n'y a pas d'inspecteur et autres. D'accord. Donc, et vraiment, tout s'est bien passé. Mais la deuxième fois qu'on m'a envoyé, c'était le deuxième du championnat contre le troisième. Coton Sport contre Bamenda. Et mon Dieu, son collègue, il a loupé le match. On a failli nous finir. Heureusement, là-bas, avec la tension qui existe là-bas, il y a la gendarmerie, la police au stade. Ils nous ont mis rapidement à la fin dans leur car pour nous ramener à l'agence de voyage pour voyager. Donc, il y en a. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus calme, mais dans le temps, on connaît même ici au stade de la Unification, ancien stade. On connaît, il y a eu des avis comme Camden Stanislas qu'on a raclé en plein stade. Pendant le match? Non, oui, parfois pendant le match. Il suffit d'une mauvaise décision, une décision qui n'arrange pas une équipe avec le sang chaud. Ils viennent, ils raclent, parfois, bon, le match s'arrête là ou bien on essaie de calmer la BOD, on continue parce qu'il faut que le match arrive à son terme. Donc, ça s'est calmé un peu. Ce qu'il peut dire là, Yabassi, vraiment, c'est des coins où les populations du coin ne voudraient pas voir perdre leur équipe. Et c'est pareil aussi à Douala, hein, dans certains matchs. Oui, on connaît le Léopard. Avec le Léopard a des ultras. Vraiment, heureusement, les grilles sont assez hautes. Mais j'ai dit, ça commence à s'émousser avec des dirigeants qui leur font comprendre que ce n'est pas ça la solution. Parce que eux, quand ils s'en prennent soit à un joueur qui ne marque pas un attaquant, soit à l'entraîneur quand il n'y a pas les résultats. Donc, c'est pas souvent facile. Mais à l'époque où le football n'était pas assez développé, les stades n'étaient pas aussi modernes qu'aujourd'hui, est-ce que c'est comme ça que ça se passait? Est-ce qu'on pouvait retrouver ce genre de scène? Moi, je ne peux pas dire que le football n'était pas développé. Moi, je dis ultra moderne. Moderne. Vous voyez le moderne par rapport au stade. Oui. Mais nos joueurs... Et même à la qualité de... Nos joueurs jouaient sur des terrains non bitumés. C'était sans gazon. Mais écoutez, le Cameroun, Canon, Union, Tonnerre, ils ont dominé l'Afrique pendant 10 ans. Dans ces conditions. Donc, il n'y avait pas un problème le football, notre football n'était pas développé. Canon pouvait jouer au Maghreb, en Afrique du Sud. Mais les conditions sont mieux réunies de nos jours qu'avant. Parce que jouer sur du bitume, ce n'est pas ce qui se ferait de mieux. Oui. C'est pour ça que je dis que les stades sont bien aujourd'hui. Il y a le gazon. Mais malheureusement, quand je fais la comparaison, ceux qui jouaient avant vraiment maîtrisaient mieux. Aujourd'hui, il n'y a plus ces stars-là qu'on retrouvait avant. C'est aussi vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup libéralisé. Avant, un joueur pouvait faire 5 ans, 6 ans dans la même équipe. Et tu ne pouvais même pas le déloger parce que dire à Écoulé d'aller à Canon, ce n'était pas possible. Dire à Bega d'aller à la Union, ce n'était pas possible. C'est donc... maintenant, il y a le gazon. Le football, la balle roule mieux, mais... Il y a le VAR, on apprécie mieux les actions de jeu. Vous savez, le VAR, moi, l'histoire du VAR, il y a beaucoup de critiques. Alors, Ibou Tchamadeu, de par votre expérience à vous, est-ce que des rencontres comme ça, où il y a de la tension entre les supporters sur le gradin et puis les équipes qui sont sur le terrain, est-ce que vous en avez connu dans le feu de l'action?
Oui, je pense qu'Aline, de toute façon, quand vous avez été quelqu'un qui s'est retrouvé dans plusieurs stades, je veux dire, quel que soit le format, que ce soit un championnat civil ou encore un championnat de vacances ou de quartier, ou encore lors des compétitions internationales, vous vivrez toujours du maillot d'une autre ce genre d'événement. Vous savez, dans le football, il y a 3 types d'individus dans les stades, du moins en sport. Il y a les spectateurs, ceux-là qui viennent voir le spectacle. Il y a les supporters qui sont en quelque sorte tempérés. Et il y a les ultras qu'on appelle les hooligans. Ceux-là qui supportent avec un fanatisme démesuré et qui parfois sont prêts à en découdre avec soit même leurs propres joueurs ou encore voilà, les supporters adverses. Donc c'est ce type de supporters qu'on retrouve dans les salles de football. Et ça fait que si vous avez l'opportunité de suivre des matchs de foot, peut-être en championnat d'élite ou en compétition internationale, dans les gradins, vous ne manquerez pas ce genre de situation, c'est-à-dire des altercations entre supporters qui peuvent souvent virer ou encore tourner au vinaigre et qui deviennent pratiquement des situations intenables. La petite anecdote que j'ai eue, pour un tout petit peu aller plus loin que ce que mes prédécesseurs ont dit sur le plateau, en Égypte, en 2019, lors de la CAN, j'étais en tribune presse lors de la demi-finale qui avait opposé le Sénégal à la Tunisie. Et je vous assure qu'on a assisté à une bagarre entre confrères et journalistes. Pourquoi? Oui, parce qu'il y avait eu... le match avait des scénarios qui... voilà, c'était une sorte d'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que vous passez d'une situation où vous êtes tellement fier à une situation où vous devenez triste. Et vous n'arrivez pas à contenir ça. C'est-à-dire, je me rappelle bien, honnêtement, je ne m'étais même pas rendu compte. Il y avait eu un penalty qui avait été sifflé pour la Tunisie. Si je ne me trompe pas, c'était lors des prolongations. Et qui avait été manqué par le joueur Sassi, joueur tunisien. Et ce penalty avait été arrêté par le gardien sénégalais Gomis. Et il y avait un caméraman sénégalais qui, dès lors qu'on avait sifflé le penalty, avait senti la défaite. Il était dans tous ses sens, il est devenu colérique. Vous savez, c'est pas tout le monde qui a la capacité de retenir ses émotions. Malheureusement, c'est ça le football. Quand vous êtes dans un stade de football, vous avez l'impression que vous êtes dans une marmite qui bouillonne. Et ce n'est pas évident pour vous de vous refroidir pendant que la marmite bouillonne. Donc ce cadreur sénégalais, il a vu comme si voilà, il avait perdu ce match. Et quand on a fait ce penalty, il est devenu triste. Et il y avait à côté une journaliste tunisienne qui le chambrait pratiquement dans ses attitudes. Et quand ce penalty avait été stoppé par le gardien sénégalais, il a eu un geste, je n'aimerais pas le faire sur ce plateau, mais qui frisait un peu à une extrême colère. Comme s'il voulait en finir avec... Oui, il voulait en finir avec la journaliste tunisienne. Et ce geste-là, honnêtement, a valu une débandade dans la tribune presse, en plein gradin, c'est-à-dire en plein gradin, pardon, où les journalistes tunisiens ont été remontés et ont voulu en finir avec le journaliste sénégalais, et c'est devenu pratiquement une bagarre générale. Qui a oublié même pourquoi il était là, en fait. Pourtant, c'est interdit par la CAF. Non, je veux dire qu'il est là pour faire son travail, il n'est pas là pour supporter à la base. Ce sont les attitudes interdites par la CAF. Vous savez, la CAF interdit même parfois d'aborder... il faut être impartial, même dans votre vestimentaire, quand vous êtes journaliste dans un stade de football, lors des compétitions continentales comme ça. On interdit pratiquement... vous êtes là pour faire votre travail de journaliste, mais malheureusement, parfois, c'est difficile de contenir cette émotion. Vous savez, quand nous-mêmes là, quand on tourne l'hymne du Cameroun, quand le Cameroun joue un match décisif à l'étranger, allez, vous n'imaginez pas ce qui vous passe dans le sang à l'instant. Vous sentez cette fibre camerounaise qui passe en vous et vous devenez quelqu'un. Vous oubliez même parfois que vous êtes journaliste. Donc, pour enchérir un peu ce que disaient mes prédécesseurs par rapport aux supporters, là, je vous prends le cas des gens professionnels qui venaient travailler, mais qui n'ont pas pu contenir les émotions et qui se sont retrouvés en découdre. Il a fallu que la sécurité de la CAF y intervienne pour calmer les ardeurs. Et vous imaginez que derrière celui qui avait gagné ce match a forcément chambré le perdant. Voilà, c'est les situations qui arrivent en football. Et cela va du fait que le football est un sport. On va prendre le pourquoi tout à l'heure. Qui est clairement pratiqué et beaucoup supporté sur le continent, mais ça draine tellement d'émotions. Et il faut un travail de fond vraiment pour essayer de mesurer ça de la part des supporters et même des professionnels qui travaillent dans les salles de football, parce que vous avez des journalistes, vous avez des gens de sécurité, vous avez des coachs. Vous avez même vu des matchs où même les coachs, on a vu récemment en France, où il y a une altercation entre Antonetti, le coach de Metz, et le directeur sportif de Lille. Ils en ont pratiquement venu aux mains.
en plein match. En plein match, parce que voilà, le coach de Nice, Antenucci, s'est senti un peu inconfortablement dans sa zone technique du stade. Donc, c'est une situation vraiment compliquée où pratiquement on n'arrive pas jusqu'ici à juguler ça et à appréhender ça pour qu'on n'arrive pas à des débordements parfois extrêmes dans les salles de football. Alors moi, je vais poser la question d'abord à Inis, qu'elle nous dise, quand vous allez supporter, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans le feu de l'action comme ça, à côté des supporters qui sont énervés parce que leur équipe ne produit pas le résultat qu'il faut? Oui. Ou bien, ça peut être vous, hein? Je peux vous rassurer qu'elle est méconnaissable dans un stade de football. Hein? Moi, elle est méconnaissable dans un stade de football. Ça fait depuis 83 que je suis dans le football et chaque déplacement de mon équipe, je suis avec eux. Depuis 1983? Oui. Donc, ça ne manque pas. Qu'est-ce que vous faites dans les stades? Quand vous êtes dans les gradins? Supporter, danser, chanter. Vous dansez? Oui. Vous chantez? Oui. Quelle chanson, par exemple? Mon équipe. Quelle chanson, par exemple? La victoire au Nasara, la victoire au Nasara, la victoire au Nasara, la victoire au Nasara. Et quoi d'autre? Il y en a beaucoup, hein. C'est juste des chansons de chorale comme ça dort un peu. Ça ne dort pas, hein, parce que quand on fait ça, on fait les tam-tams, il y a les groupes de vous êtes accompagné par la gestuelle aussi? Non, il y a les groupes de danseurs. Oui. Quand ils tapent là, oui. Chacun chante et puis on danse. Vous dansez? Oui. Vous voulez me voir danser? Oui. Est-ce qu'on peut maintenant? Oui, c'est bien. Oui, allez-y. La victoire au Nasara, la victoire au Nasara, la victoire au Nasara, la victoire au Nasara. Et allez les blancs. Et maintenant pour l'équipe nationale, parce qu'après Nassara. Oh là là, Ngando est où? Et il n'a pas pu être là ce soir. Non, il est malade. J'espère que ça va aller. S'il était là au moins, on pouvait quand même secouer un peu là pour animer un peu. Donc pour que vous secouez un peu, il faut qu'il y ait Ngando. Oui, il y a quelqu'un qui tape. On ne peut pas. Eti menyi busu, memetina weni mbus. Eti menyi busu, memetina weni mbus. Eti menyi busu, memetina weni mbus. Angando pikeria gando ya papa ya Cameroun oboso. Oboso. Laka, elle est là-haut au Cameroun. Laka, on va la sucer au Cameroun. Bravo Sénégalais parce que c'est resté toujours entre nous. Bravo. Alors là, c'est Welcome la dynamique qui vous a rejoint. Oui. Welcome la dynamique. Alors cette coiffure, vous laborez tous les jours ou c'est juste pour le plateau que vous l'avez faite? J'ai aimé mes couleurs. Oui. Parce que c'est l'histoire pour moi. Je suis allée faire notre Nyanga des femmes, paix à son âme, à cette fille de Ngompuma qui est morte au fond. Elle faisait ça à la Cité des Palmiers, puisque j'habite vers là-bas. Et maintenant, j'arrive, elle me met le vernis avec les couleurs que je ne voulais pas. Je lui demande que je veux qu'elle doit me mettre ça en vert ou jaune, parce que je devais aller au défilé. J'étais l'invitée de Madame la déléguée, Irène Patience et Sungu, et Monsieur le délégué Seresto Nan. Donc, elle dit non, ce n'est pas bien, ce n'est pas beau, le vert ou jaune. C'est là où je lui ai dit que comme elle est une Bassa, nous les Bassa, puisque moi je suis aussi une Bassa, je suis une Yabassienne. Donc, maintenant, elle dit, ah, ya, couleur immoun. Aïe. Ce sont les couleurs là-bas. Je dis quoi? Toi, tu es d'où? N'est-ce pas, tu es camerounaise. Ce sont nos couleurs. J'aime ça. Dis que tu n'as pas. Alors, dis-nous, quand vous allez dans les gradins, oui, qu'est-ce que vous gagnez? Moi,
je vais finir avec mes couleurs. Donc, c'est ce qui m'avait fait. J'ai dit qu'au nom de mon pays, j'aime mon pays, j'aime ma patrie, je vais toujours me mettre en vert ou jaune. Je vais me défiler en vert ou jaune. Et je suis partie au défilé en vert ou jaune. Ça fait 8 ans aujourd'hui que je marche en vert ou jaune. Mais quand il y a le sport, comme nous étions la CAN, cette grande joie, parce que vraiment, dans nos stades, je vous félicite, vous tous, qui est notre chef, comme la papa le président, et tout le reste, les stades là sont comme ça. Le jour où j'avais mis mes pieds à Japoma, mais j'ai cru que si c'était l'avion, je croyais que je me retrouvais en France. Donc, je me suis dit qu'on fait aussi les bonnes choses ici chez nous au pays. Donc, j'ai cette joie d'abord parce que j'aime ce que je fais. J'ai été sportif quand j'étais petit. Mais qui vous sponsorise la dynamique d'une Personne. Personne. Je marche comme ça seul. Je crois que ma manne est tombée aujourd'hui ici à Canal 2. Voici les responsables. Ils vont partir. Voilà, nous sommes en haut et ils vont me donner les numéros. Même mon fils en France. Partout maintenant, vous nous amenez pour animer parce qu'on a l'âge déjà pour manger, mes enfants. Ne nous laissez pas. Vous nous amenez. Alors, Michel, voilà. Il faut qu'on explique ce fanatisme. Il faut que vous nous expliquiez ce fanatisme. On reviendra avec vous. Oui, merci Aline. Je dirais que ce fanatisme naît de plusieurs choses, mais on peut citer ici au moins 3. Le tout premier, c'est l'intérêt que porte une compétition. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un jeu, un match et tout ça, chaque supporter a intérêt à ce que son équipe gagne. L'intérêt là est dicté par ce que représente cette équipe à ses yeux. Mais c'est dicté aussi par la qualité de la compétition. Est-ce que c'est un simple match de championnat? Est-ce que c'est une coupe? Est-ce que c'est un match d'éliminatoire pour la coupe? Tout ça, c'est ça qui forme l'intérêt. La deuxième raison ici va être ce qu'on appelle les émotions. Le sport en lui-même captive beaucoup d'émotions. Et le football, si on l'appelle sport roi, c'est effectivement parce qu'il captive beaucoup l'émotion. Quand le spectacle s'est bien déroulé sur le stade, ça fait beau. Et l'être humain aime ce qui est beau. À regarder ce qui est beau, on est dans la joie, on est dans l'extase. Or, quand vous avez une équipe qui est sur un stade, qui développe un jeu, ça vous met justement dans cette extase, surtout quand elle marque, quand elle gagne. Quand elle perd, ça crée l'effet inverse. Vous tombez dans une tristesse terrible et ça, comme c'est le ciel des émotions, ça joue sur tout votre être, vous vous sentez déporté, c'est comme si vous étiez dans les nuages. Ouais, et ça c'est un grand problème. La troisième raison qu'on peut évoquer ici, Aline, c'est que la violence et tout ce qu'on entend là naît aussi de ce que je vais appeler les identités. Vous savez que dans l'ascension d'un être humain, à un moment donné, il a besoin de ce que Maslow appelait le besoin d'appartenance. C'est-à-dire qu'il voudrait appartenir à un groupe parce que tout seul, il a parfois l'impression qu'il ne représente pas grand-chose dans le concert des humains. Donc il voudrait appartenir à un groupe qui le représente mieux, qui peut réaliser mieux ce que lui n'a pas pu réaliser. Et ces groupes se trouvent donc parfois être des équipes de football. Ces équipes de football peuvent être des simples équipes, n'est-ce pas, dans un championnat. Ça peut être les équipes nationales et tout. Mais l'individu qui, à un moment donné, va manifester ce type de violence s'identifie à ce groupe. Et c'est pour ça que vous allez voir que les attitudes de ces gens vont alterner. C'est-à-dire que vous voyez un match de championnat, deux supporters, deux ultras qui sont de camps adverses vont se détester, mais comme ils sont du même pays, quand il y a un match maintenant qui oppose leur équipe nationale à une équipe nationale d'un pays adverse, les deux sont encore ensemble, alors que hier dans le match de championnat, les deux étaient opposés. Donc on a un ensemble, n'est-ce pas, de choses comme ça qui amènent l'être humain finalement à sortir de lui-même, à agir, à montrer son côté animal, comme on dit, ce côté animal étant ressorti par la qualité, n'est-ce pas, la bonne ou la mauvaise qualité, la bonne ou la mauvaise performance de son équipe. D'accord. Alors, moi, je vous propose qu'on regarde cette vidéo quand même de ces matchs qui sont de Nice-Marseille et puis ce match à la Anne-Marcy.
D'accord, il y aura justement aussi cet autre match qu'on va regarder. Alors, Yves Tchamadeu, nous commenter en commentaire sur ces images que nous venons de regarder. Oui, je pense que ça illustre à suffisance la réalité qu'il y a dans les stades de foot. Vous imaginez que là, quand même, nous sommes en hexagone. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une altercation entre un supporter niçois et Dimitri Payet, je pense au capitaine de Marseille, qui avait subi, je pense, une bouteille qui était venue des gradins sur sa tête. Donc, et lui, instinctivement, il s'est retourné, voilà, très colérique. Il a renvoyé la bouteille sur les supporters. Vous imaginez que voilà, ça fait une sorte de position. Et les supporters se sont sentis, et ils ont eu l'impression que voilà, Dimitri Payet voulait les défier. Et ils ne se sont pas maîtrisés, un petit peu comme on expliquait, ces hooligans, ces ultras qui sont dans les stades. Et ils ont voulu en découdre avec le joueur. Et vous voyez que malgré la présence des stadiers et même de la sécurité, ils n'ont pas pu contenir. Parce que là, quand on parle d'une liesse populaire qui descend comme ça, et vous savez, avec la nouvelle configuration des stades de football, il n'y a plus une grande distance entre les gradins et les pelouses. Avant, avec l'ancienne configuration, il y avait la piste qui permettait quand même de distancier un tout petit peu comme il y a au Cameroun, il y a des pistes. Ce qui fait d'un stade de football un stade de sport. On peut pratiquer d'autres sports, mais là, c'est uniquement des stades de foot. Et la distance entre les gradins et les supporters n'étant pas très loin, ça peut pousser à ce que les supporters se retrouvent facilement sur le terrain et touchent du doigt des joueurs. Et là, il y a une bagarre générale qui a été... Mais est-ce qu'il y a des sanctions? Parce que là, ils ont carrément envahi les joueurs. Oui, je pense que ce stade avait subi une sanction. Je pense que Nice a fait quelques matchs sans recevoir à domicile. Et vous savez, ça peut être préjudiciable parce que même au niveau de la billetterie, le club ne gagne pas grand-chose quand il ne joue pas à domicile. Oui. Ensuite aussi, une équipe qui joue sans être supportée, ça peut être un manque à gagner dans l'actuel contexte du football. Parce que quand vous êtes soutenu, vous êtes plus motivé. Et il y a un supporter, notamment celui qui avait visité cette bouteille, il a une suspension de 5 ans d'interdiction du stade en France, avec 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois ferme. Donc, ce supporter-là a été sanctionné, mais je pense que voilà, il y a toujours eu des sanctions, mais ça n'arrive toujours pas, comme je l'ai dit, à appréhender, à juguler cette ferveur des supporters dans les stades. Alors il y a cette autre rencontre du côté de l'Égypte, Al-Ahly contre Al-Marsi, si la réalisation nous suit. Pas pour le moment, où on a pu avoir 70 morts quand même. Je pense que c'est une rencontre quand même qui avait fait les choux gras de la presse, une rencontre entre Al-Ahly et Al-Marsi. Je crois que c'était la première défaite d'Al-Ahly en championnat cette année-là. Et voilà, il y a eu un débordement incroyable, on n'a rien compris, il y a une bagarre générale. Et puis, des gens qui ne voulaient que regarder le football. Oui, des gens qui... En fait, c'est un peu ça le comble, c'est qu'on a l'impression que les stades de foot sont devenus des scènes de combat. Et puis, quand il y a ce genre de mouvement, les mouvements sont incontrôlés. Et rassurez-vous, moi qui ai couvert quelques compétitions dans le Maghreb, c'est des gens qui sont extrêmement chauvins, au point où quand vous allez même au stade, vous avez peur pratiquement. Vous avez pratiquement peur. Moi, je ne veux pas dire, si j'ai vu des matchs à l'étranger où j'étais obligé de porter les couleurs de l'adversaire, moi, je parle de moi, parce que vous craignez à un moment donné. Vous jouez un peu le rôle de Judas. Vous êtes obligé, pour votre propre sécurité. Vous êtes obligé au moment donné pour votre propre sécurité. Et c'est des matchs d'une dimension importante, ce n'est pas des championnats de vacances. Donc, ces gens, moi, quand j'ai vu ça, à l'époque, quand je me suis rendu, j'ai compris pourquoi on était en arrivé là, parce qu'ils sont vraiment extrêmement chauvins, ces supporters maghrébins. Albert Atangana, dites-nous, vous décriez tout à l'heure le fait qu'il n'y ait pas souvent suffisamment peut-être de stadiers ou bien... Peut-être des stratégies ne sont pas bien pensées pour qu'on n'en arrive pas à des débordements. Est-ce qu'il faudrait avoir peur lorsqu'on va dans un stade de foot? A priori, on ne devrait pas avoir peur. Parce qu'on s'en va voir un spectacle, un peu comme à l'opéra, un peu comme un concert de musique, un peu comme... Mais, sauf que ces autres spectacles ne charrient pas autant de passion. Vous avez beau aimer un musicien, tout ce que vous voulez, mais ça ne va pas aller jusqu'au coup de poing. Par contre, le football, le sport, c'est autre chose. C'est difficile même de... Ce que j'ai vu là, à Marseille contre... Nice. Quelle équipe? Nice. Contre Nice. Au départ, le directeur, le commissaire de match vous demande combien de stadiers vous avez. Vous dites 100. Mais sans stadier, vous voyez les stades chez les Blancs, il y a 40 000, 50 000 spectateurs.
qu'est-ce que 100 personnes peuvent faire? Ça fait combien? Une personne pour 4 000 Oui, si on est dans les, pratiquement, si on est dans les 50 000, c'est difficile. Moi j'étais à Bendel Insurance. Ils sont venus jouer ici contre Canon en Coupe des clubs champions. Canon, ils ont joué à Garoua. C'était le gazon synthétique que Canon découvrait. Ils ont fait 2 buts partout. Mais ils dansaient, les Nigériens, ils dansaient parce qu'ils étaient sûrs que chez eux, ils allaient gagner. Mais le Canon de l'époque, c'était pas n'importe quoi. Canon a marqué 1 but, 2 buts, 3 buts. Les autres ont mis 1 but, 3-1, et puis 4-1, 4-2. Et à 15 minutes de la fin, et c'est ça qui a provoqué le courroux des spectateurs, parce que quand Kono prenait une balle, il l'envoyait à Kono à Eboué, et beaucoup jusqu'au centre, il renvoie la balle en Kono. Ouais, ça énerve l'adversaire, ça énerve le public. L'adversaire se dit que, le public se dit que, mais si ça se joue normalement, notre équipe peut égaliser. Oui. Alors malheureusement, les autres, ils ne jouent plus. Ils amènent la balle au centre, ils renvoient au goal. Donc c'est comme un entraînement. Mais, à la fin du match, mais c'était terrible. Heureusement, nous étions à la main courante. Toute l'équipe du Canon et tous les journalistes qui avaient fait l'événement, on est partis au centre. Nous sommes sortis du stade à 21h. Pour un match de 15-16 heures. Oui, à 21h. Et comment? Il a fallu que... Ce fort escorte? Non. Les policiers sont venus avec leur camion au stade. Ils nous ont demandé de nous mettre à plat ventre pour que le public qui attendait dehors se dise qu'il n'y a personne dans les camions. C'est pas vrai. Ah oui. Oui. Vous savez, non, mais à quelle année? En 80. Oui, 80. En 80. Et vraiment, il y a des stades où ce n'est pas facile. Oui. Alors, il va nous dire l'arbitre, justement, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour que l'arbitre soit quand même en sécurité? Parce que c'est quand même lui qui est le plus en insécurité. Ça dépend parfois du type du championnat. Il y a des championnats qui sont vraiment sécurisés. La Ligue mais aussi au pays. Mais pour certains, parfois, les arbitres sont à l'abandon. C'est pourquoi parfois, nous, au niveau de notre corporation, nous décrions cela. Parce que l'arbitre qui est parfois pourchassé, je vais le plus souvent parce qu'il a fait un mauvais match. Parce que c'est les ultras, comme on dit, les parieurs, et ainsi de suite. Vous avez bien joué votre match, mais parce qu'on estime que vous aurez pu siffler autrement. Et là, parfois, vous allez voir un match, il y a 2 policiers derrière. Ils peuvent quoi quand les ultras sont là? Ce qu'ils font parfois, c'est qu'on demande aux amis de rester sur place. Les hommes en tenue viennent autour d'eux. Il y a des arbitres, parfois, ils sont obligés de rester autour. On va les accompagner dans les pick-up de la sécurité. Mais est-ce que, parlons de vos confrères, est-ce que le pire est souvent arrivé? Oui, j'ai oublié l'année. Il y a un arbitre Mbela, ici au stade de la réunification, qui a reçu un caillou. Je crois à l'époque, le médecin Ngos, qui était aux urgences ici, qui est maintenant à Yaoundé. Je crois l'année qui suivait, là, à Yaoundé, on l'a amené. Il a eu un caillou là. Il sortait des gradins, il sortait du tunnel. Les joueurs, les supporters ont lancé exprès. Il a eu un caillou là. Il a la tête percée. Ça, c'est quoi? C'est récent, c'est pas trop long ça. C'est pas trop long, ça. C'est quoi, 2014, 2014? Oui, c'est pas très. Je me rappelle. Cet habit s'appelait Mbela. Il venait, je crois, de Yaoundé. Oui, de Yaoundé. Il a été. Mais le pire n'est pas arrivé. Est-ce que le pire de mémoire de journaliste, est-ce que le pire est arrivé? Est-ce que vous avez déjà, parlant des arbitres? Non. De mémoire de journaliste. Qu'il y ait des morts, non. Mais des accidents de ce genre, oui, il y en a. Oui, beaucoup. Oui. Donc on s'arrange quand même à ce que, au niveau des arbitres, qu'il n'y ait pas... Dès que l'arbitre, on constate qu'il y a un mouvement en les tribunes, en fonction du score des équipes, dès que l'arbitre siffle le dernier coup de sifflet, ils ont intérêt à rester au centre, dans le rond central, et la police vient vers eux. Pour les protéger, parce qu'ils se disent que s'ils ne viennent pas. Le pire mais parfois, ils peuvent être
Il peut même être, ces policiers-là peuvent être submergés. Sauf qu'Aline, là, on parle quand même des stades qui sont censés avoir une sécurité maximale au Cameroun. On ne parle pas des stades municipaux. Parce que là, c'est encore un peu plus grave. Les stades municipaux, c'est plus grave. À l'époque où on n'avait pas encore réhabilité peut-être Bamézi, stade municipal de Bafang, à Bouddha et tout ça. Mais quand on vous envoie pour officier un match là-bas et que le club local était en situation difficile, mais vous avez 2 matchs arbitrer. Hein. Vous avez le match. C'était qui l'armée cinglée? C'était ça, c'est Bafoussam. C'est Racine Bafoussam, l'armée cinglée. Mais l'armée cinglée, c'était pas pour la violence. Hein. Oui, non, mais non, je ne sais pas pourquoi ils ont pris ce nom-là. Mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ils ont pris ce nom. Oui. Mais c'était un groupe d'animation. Oui. Ils supportent l'équipe dans n'importe quel stade et ils animent du début à la fin. À la fin. D'accord. Alors, elle va nous dire, est-ce qu'il y a des moments où, quand la dynamique, vous avez eu peur? Depuis que vous supportez votre micro? Oui, quand je supporte mon équipe et que je vois que ça ne va pas, j'appelle l'Éternel jusqu'à rien n'arrive, comme ce que j'avais eu dernièrement au stade à Yaoundé pour la CAN. Mais ma joie était seulement parce que les Sénégalais aussi ont tapé cette équipe-là qui m'avait fait quitter de banc. D'accord, donc depuis que vous supportez, vous n'avez pas encore eu un incident, un pied, une blessure Non. C'est plutôt des matchs gentils que vous suivez? Oui, j'ai déjà suivi, mais parfois quand je vois, par exemple, si je pars ici en Godi, par exemple, je vois que les problèmes veulent déjà arriver. Je commence à quitter doucement. Je pars même entrer là-bas à l'hôpital. Oui. Je fuis, je laisse le stade, je pars, j'entre à l'hôpital. Je reste là-bas et commence à guetter. Et je demande aux gens qui passent là que c'est fini, sont partis, comment je faufile pour rentrer, prendre la moto, je rentre. Parce que ça ne sert à rien de rester là, qu'on casse ma tête, qui va me... Je pars seulement pour l'amour. L'amour. Voilà. Oui. Alors dites-nous, Inis, est-ce que des scènes, vous aviez eu peur? J'ai eu ça dans plusieurs starts, à Banganté et à Bafang, en 2006. À Bafang, il y avait la descente de Unisport, de Bafang, de Union. Qu'est-ce qui s'est passé? Union a gagné le match, on m'a déshabillé. Ah! Les gens de Bafang ont dit, hey, tiens-toi tranquille. Donc, tu es Bafang, tu viens supporter Union Sportive de Douala ici et tu nous gagnes. Ils ont arrêté mon maillot, déchiré, jusqu'à je suis partie demander le pagne à une dame qui vendait à côté pour me sauver et sortir. Parce qu'il se disait que c'est moi qui a porté le sac de gris pour entrer dans le stade. Oui, et Judas. Oui. Même chose à Banganté. Oui. Ils m'ont arraché du portable. Mais la femme, c'est quand la femme s'y marche toujours derrière Union. Elle ne marche pas pour rien. Oui. Elle vient comme ça avec les vautours dans ses poches. Et quand je voulais bavarder, ils m'ont arrêté, ils m'ont tabassé là-bas correctement. J'ai dit, je meurs pour mon équipe. Je veux toujours supporter mon équipe. Kamakai? Nassara. Voilà. Et je leur ai dit que je vous attends ici à Douala. Ils ont dit non. On supporte qu'ici à Banganté, on ne voyage pas pour aller voir le match. D'accord. J'ai dit ok, merci. Alors Michel, puisqu'on est déjà en train de faire le tour, selon vous, qu'est-ce qui explique justement cet amour fanatique pour le football? Aline, comme je disais tantôt, il faudrait bien comprendre que tous ceux qui supportent, tous les spectateurs, qu'ils soient ultra, qu'ils soient supporters, qu'ils soient simples spectateurs, et ils atteignent régulièrement entre extase, c'est-à-dire une très grande joie, et chagrin, c'est-à-dire une très grande tristesse. Et cette alternance, c'est-à-dire est commandée par la qualité du jeu sur le terrain. Vous savez, chaque équipe fait une préparation. Le supporter qui arrive pense que son équipe est au mieux préparée. Il s'attend à une victoire. Et quand ça tourne kazakh, ça déclenche une passion, mais une mauvaise passion. Et cette passion, maintenant, qui va trouver auprès de lui soit le supporter de l'équipe adverse, et du coup,
il a tendance à déchaîner, n'est-ce pas, son chagrin sur ce supporter, soit ils vont se retrouver dans un amas, dans un ensemble, n'est-ce pas, de supporters, et ils vont trouver que le mal, c'est les autres. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à dire qu'est-ce qu'on fait, on ne va pas rester comme ça, on déclenche quelque chose vers les autres, et du coup, ça entraîne la violence. Donc, il y a beaucoup de passion dans le football en lui-même, au niveau des supporters, mais les infrastructures, comme on évoquait tout à l'heure, ne sont pas en réalité de nature à protéger le spectateur qui vient. Et vous savez que le spectateur qui vient se retrouve aussi dans ce qu'on appelle la promiscuité. C'est-à-dire qu'il a auprès de lui d'autres supporters qu'il n'a jamais vus, qu'il ne connaît pas, et donc s'il ne connaît pas le tempérament. Du coup, ça rejoint à l'autre question que vous demandez tout à l'heure, est-ce que le spectateur qui vient dans un stade doit avoir peur? Moi, ma réponse serait carrément oui. Parce que vous êtes entouré des dizaines, parfois des centaines, des milliers de gens dont vous connaissez personne parmi eux. Peut-être il y a des enfants de la rue parmi. Il n'y a pas un filtre sélectif de la catégorie sociale de ceux qui entrent au stade. On ne sait pas dans quel contexte éducationnel il a été. Donc c'est vraiment un foot où tout le monde peut s'y retrouver. Alors selon vous, qu'est-ce qui explique justement fanatisme au football? Je pense que c'est aussi... Qu'on ne retrouve pas ailleurs. Oui, le football génère beaucoup d'argent, surtout dans le football. Ça génère beaucoup d'argent et ça draine, comme on a parlé là, de la passion. Le grand frère disait que ce n'est pas de l'amour, mais je crois qu'il peut avoir raison. Oui. Donc je crois que c'est tout cela qui pousse les gens à se surpasser. Personnellement, même étant arbitre, moi aussi je supportais. Et ça fait que, mais depuis 2006, quand le Cameroun a été éliminé à Yaoundé par l'Égypte, du moins, il n'a pas été qualifié pour la CAN, j'ai arrêté pour la Coupe du Monde. De mettre les organes. De mettre les organes, vraiment. Parce que j'étais parti de mon quartier à un autre quartier, étant torse nu. Oui. Mais depuis là, j'ai refusé. C'est pas possible. Comment vous avez fait ça? Vous êtes torse nu? Je sais pas, vous êtes devenu fou un peu. Très fou. Ma maman m'a supplié de manger. Je n'ai pas pu manger. Je suis rentré en short. Depuis ce jour-là, gagnez, vous ne gagnez pas, ce n'est pas mon problème. D'accord. Alors, dis-nous, tout à l'heure, pourquoi est-ce que vous avez dit qu'on n'aime pas, ce n'est pas de l'amour? Qu'est-ce que c'est? Vous-même, vous savez qu'un amour exacerbé conduit souvent à des drames. Est-ce que c'est encore vraiment de l'amour? C'est quoi? Moi, j'appelle ça l'excès de passion. Et par rapport à la balle qui circule, par rapport aux intérêts de la tribu, aux intérêts de la nation, aux intérêts de son équipe. Mais c'est vrai, on peut entendre les gens dire que vraiment j'aime le Canon, j'aime l'Union, j'aime ceci. Là, c'est vraiment un petit... C'est juste... C'est un amour très, très petit comme ça, là. Mais j'ai dit, au stade, là, moi, j'ai été à un match Union Dynamo. J'ai commis l'erreur. Je voulais voir comment le match est suivi du côté de la tribune B, où c'était la tribune de Dynamo. J'ai commis l'erreur de dire que, vraiment, Dynamo, là, ça n'en vaut pas la peine. Voilà. J'ai reçu un coup sur la tête. J'ai reçu un coup sur la tête et tu regardes, personne ne bouge. Hein. On te donne un boum et puis chacun reste tranquille. Depuis le jour-là, j'ai dit que je ne veux plus voir le match là-bas. Hein, Dynamo a même eu à brûler le cadre de l'Union. C'est pour vous dire que, est-ce que c'est encore... en quelle année? Dans les années 70. Oui. Non, 70. Oui. Alors, dites-nous. La fin des années 70. Oui, peut-être 79, quelque chose comme ça. Alors, Yves Tchama, vous qui êtes un peu plus de notre génération à nous, il y a un aspect que j'ai l'impression que vous oubliez. Parce que nous, à l'époque, quand on regardait aussi pour la beauté des joueurs. Hein, les Inzaghi, l'Italien, les Bebeto, les Romario. Vous connaissez un peu quand même. Hein. et autres à l'époque, les Owen en Angleterre et autres. Bon, de toute façon, c'est quelque chose qui... Pourquoi ces stars du foot plutôt que d'autres?
Non, je pense que c'est une situation qui se vit partout. Et honnêtement, croyez-moi, c'est même parfois un peu plus poussé en Europe qu'ici, malgré toutes les conditions modernes ou encore de rétention de ce genre de situation qui existe là-bas. C'est juste pour démontrer que voilà, ce football gagne beaucoup de passion. J'ai fait allusion à ce qui concerne même les acteurs. C'est-à-dire qu'on sort du cadre des supporters, de ceux-là qui n'ont peut-être pas un intérêt direct ou encore au premier degré dans ce foot, mais ceux-là qui sont concernés, c'est-à-dire que les acteurs, les joueurs, les coachs, il arrive des situations où comment je vais dire, ils ne se retiennent pas. Mais vous n'avez pas parlé ni des paris, ni des réseaux sociaux. On y arrivera, on a parlé des causes et tout ça. Donc, pour dire que la passion, déjà, il faut reconnaître que c'est d'abord une passion démesurée qui est à la cause, à la base. Maintenant, cette passion est accentuée par l'arrivée de certains éléments, comme les réseaux sociaux, qui ont un tout petit peu accentué. Vous avez vu, la Côte d'Ivoire a perdu une place, la Côte d'Ivoire est sortie de cette Coupe d'Afrique des Nations à cause des réseaux sociaux. Il y a une flambée de guéguerres entre les supporters camerounais et ivoiriens. Les Camerounais étaient derrière l'équipe égyptienne qui avait éliminé la Côte d'Ivoire. Il y a des joueurs qui subissent carrément des bashings sur... oui, bien sûr. Et il y a aussi ces paris sportifs qui font en sorte que, au-delà de la passion, certains ils vont par raison. C'est-à-dire qu'ils sont passionnés d'une équipe, mais parce qu'ils ont un intérêt pécunier derrière un match, ils peuvent en découdre avec vous. Ils perdent des sommes colossales. Les gens font quand même des grosses mises. Tout à l'heure, David vous parlait d'une situation qu'il avait vécue en plein championnat de vacances, qui était forcément du pari sportif. Donc, c'est des éléments qui ont, à mon sens, accentué un peu cet amour un tout petit peu démesuré qu'ont certains pour le football, mais que nous n'encourageons pas. Et nous savons quand même que jusqu'ici, il est un tout peu difficile de la part des instances qui dirigent le football, que ce soit à travers le monde, le continent, le Cameroun, de juguler ça. Parce que quels que soient les instruments modernes qu'on peut utiliser, il est difficile de maîtriser 50 000 personnes, de maîtriser 40 000 personnes. Donc, la modernisation du football a aussi son reflet. Qui est-ce que nous en parlons ce soir? Cette passion qui pousse à ce que les gens ont des débordements dans les stades et qui font en sorte que, voilà, à un moment donné, on a même eu certaines torpeurs de se dire, si on parle au stade avec des enfants, avec notre famille, parce qu'après on ne sait pas ce qui se passera. Arriver. Le match dont parlait la vie, j'y étais, j'étais plus jeune. Cameroun-Égypte, j'y étais, rassurez-vous. Jeune que j'étais. Vous avez marché torse nu aussi? Non, mais j'étais plutôt arrivé à la maison à mon âge, à 23h, parce que j'avais peur de sortir du stade. C'était grave d'ailleurs, cette élimination-là. Parce que vous avez des gens qui, le lendemain, dès qu'ils sont lucides, ils ne reconnaissent même pas. Hein. C'est-à-dire qu'à l'instant T, c'est un peu comme un addict, en fait. C'est-à-dire que tu es comme quelqu'un de drogué. Comme s'ils sont possédés. Oui, en fait, c'est ça. Et voilà, on se dit comment est-ce qu'on pourra enfin sortir de cette situation-là. Alors, les deux d'abord nous dites-nous, vous, Welcome la dynamique, la femme que vous êtes, pourquoi vous supportez, pourquoi vous aimez le foot? Pourquoi la femme, je précise bien la femme, que vous êtes supporte le foot? Oui, parce que je vous ai dit brièvement, quand j'étais petite, quand j'étais petite, je jouais au foot. Mais ma feu maman me tapait. Elle disait que bol itaïenyo boura, bol yela bonba bolom. Donc le ballon c'est pour les garçons, ce n'est pas pour les filles. Maintenant, j'ai grandi, je trouve que mon feu oncle Massoua de Bernard, il est le président de Diep Dinkam. Donc, ce qui fait que j'ai eu encore le goût. C'est moi qui faisais les petits travaux là pour les joueurs. Et enfin, maintenant, je vois les lions au stade. Quand je vois mes filles là, je pense à mon âge, je peux rester même une semaine sans manger. Je les vois. Donc, vous les supportez. On aura bientôt terminé. Alors, dis-nous, Nice, pourquoi vous vous supportez? Est-ce que vous n'avez pas quelque part aussi l'espoir quand même que un joueur va vous enlever, faire de vous l'élu de son cœur depuis 1983 que vous supportez quand même? Le football, c'est ma passion. Parce qu'il y avait les copines qui aimaient la boîte de nuit. Mais j'ai préféré le football. Et j'ai eu aussi les frères, les cousins qui étaient footballeurs. Donc vous n'avez jamais rêvé d'être l'épouse d'un footballeur? Non. Pourquoi? Eux, ils me draguaient, je refusais. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas moi un footballeur. Parce mais ils ont beaucoup d'argent. Non, je voyais comment les filles souffraient derrière mes grands frères footballeurs. Parfois, comme ça, ils amènent l'argent, ils achètent les vêtements. Aux heures des entraînements, ils viennent pour le SAR. Et les femmes de mes frères souffraient à la maison. J'ai dit, moi, je ne pourrais jamais, même si
Même si un joueur qui a l'argent jusqu'à vient devant Nice, et j'étais belle à l'époque, j'étais très belle à ce temps-là. Je dis, comme vous venez là, je ne peux pas. Parce que j'avais déjà Makanaki, qui est mon cousin, et Cha qui jouait, mon grand frère même qui jouait dans Unisport, je portais les sacs et je bagarrais chaque jour derrière eux avec les femmes. Donc j'ai dit non, le football c'est ma passion, mais je ne pouvais pas épouser un joueur. Oui. Alors Michel, qu'est-ce qu'on va sortir en se disant quoi aux fanatiques de football? Bon, il faut retenir, Aline, déjà que dans le fanatisme, c'est quoi? C'est juste un état d'esprit dans lequel quelqu'un se met en vue, n'est-ce pas, d'assouvir sa passion qui est donc ce football-là. Mais il faudrait simplement que les gens s'éduquent de plus en plus pour comprendre que ça reste un jeu. Et en tant que jeu, il ne faudrait pas qu'on finisse dans des violences, comme on voit un peu partout. C'est vrai que... Oui, mais Michel, on fait comment pour se retenir quand quelqu'un s'apprête à tirer le penalty et il ne prend pas l'élan? Comment est-ce qu'on fait pour se retenir? Oui, vous voulez parler de Cali? Dites-nous. Non, toute ressemblance avec des faits ayant existé, ce n'est que pure fiction. Non, c'est-à-dire, il faut dire que c'est une discipline personnelle que chacun doit avoir. Oui. Vous savez que les gens ont plusieurs types de caractères. Il y a des caractères plus violents, des caractères plus doux, mais il y a des caractères même doux. Mais quand ils arrivent à l'extrême passion ou chagrin et tout ça, ça les pousse à une violence extrême. Mais en faisant une auto-éducation dans le sens de maîtriser ses émotions, parce que tout ça c'est dans le siège des émotions, en faisant une auto-éducation, en regardant aussi l'image de d'autres supporters que lorsqu'il y a même la déferlante, n'est-ce pas, de violence sur le terrain, c'est pas tout le monde qui se jette dans cette violence. On peut prendre ceux qui ne se jettent pas dans la violence comme exemple pour se dire, oui, même s'il y a la violence, si je ne suis pas directement touché, je me comporterai plutôt comme ci et pas comme cela. Oui, Michel, quelques mots. Oui, si je peux dire un dernier mot au-delà, en plus de ce qu'a dit Michel, oui. Je pense qu'il faut qu'on soit dans une option de sensibilisation. C'est-à-dire que ce soit les clubs ou les autorités, qu'on sensibilise réellement. Parce que, quoi qu'on fasse, on ne pourra pas avoir un critère sélectif de catégorie sociale à l'entrée des stades. On aura toujours des personnes qui arrivent au stade d'une éducation douteuse, des personnes d'une classe... Qui sont sous même. Oui, voilà, parfois sous et tout ça. Malheureusement, jusqu'ici, on n'a pas encore atteint une étape où on dit, toi, dans tel état, tu peux pas aller au stade, ou alors toi, de tel niveau, tu peux entrer au stade. Jusqu'ici, on contrôle le matériel, c'est-à-dire qu'on interdit quand même d'avoir un niveau de matériel. On en parle avec les machettes. Voilà, on interdit. Mais le fait qu'on ait des personnes, parfois, qui malheureusement, ont des moralités douteuses et qu'on ne peut malheureusement pas certifier, permettez-moi la répétition, on pourra se retrouver dans ça. Donc il faut honnêtement, de la part des clubs, parce que ces clubs peuvent identifier leurs supporters, qui ont parfois des cartes et tout ça, qu'on ait une sensibilisation. Parce qu'on est passé par des sanctions, que ce soit collectives ou encore individuelles, ça n'a rien changé. Il y a eu des clubs dont on a privé des matchs à domicile, ça n'a rien changé. Donc il faut aussi qu'on passe par la sensibilisation, peut-être. Ça pourrait être aussi une porte de sortie, que ce soit sur le plan fédéral, sur le plan même au niveau continental. Et sait-on jamais peut-être arriver à des sanctions un peu plus pénales? Un dernier mot, rapidement. J'ai suivi le psychologue, j'ai suivi Yves. Moi, je me dis qu'ils font une explication littéraire de l'affaire. Parce que ce qui se passe dans la tête de l'individu, sensibilisé ou pas, vraiment, dans les années 78-80, il n'y avait pas la télé, mais quand Canon gagnait la Coupe du Cameroun, tout Mvombi, c'était au Carrefour Mvombi, là, c'était la grande fête et on disait que c'est gratuit. Hein? Vous voyez, donc c'est pour dire que c'est ce que veut dire là. Qu'est-ce qui est gratuit? Ben, les femmes, c'est gratuit. Ah, d'accord. Oui. C'est pour dire que tout ce que vous dites là, c'est bien. C'est bien, c'est littéraire, c'est tout, c'est bien dans le livre, mais vraiment... On ne contrôle pas les émotions. Pas du tout. Oui. La preuve, on a eu à tuer, à cause de Paris sportif, on a tué un défenseur d'une équipe nationale après une Coupe du Monde.
parce qu'il a loupé un penalty. Escobar, Colombien. On l'a tué au quartier, va au restaurant, après le pareur qui a loupé beaucoup d'argent a tiré sur lui. Il l'a C'est fusillé. quand même des extrêmes. Mais vous, en dernier mot, David? Oui, je crois que je vais aller dans la même lignée que Yves, pour dire qu'au-delà de ce fanatisme exacerbé, il faut éduquer. Oui. Il faut vraiment éduquer et sensibiliser au maximum, prévoir même des sanctions pour des cas extrêmes qu'on pourrait dénicher. D'accord. Alors, welcome la dynamique, on termine avec vous. Inis, on termine avec vous. Vous êtes fatigué? Non, je ne suis pas fatiguée. Mais on termine avec vous. Une chanson peut-être pour terminer. Pour ce soir, c'est terminé. On va terminer. On donne la possibilité, voilà, à Welcome la dynamique. Oui, je vous remercie. Je remercie tous mes fans parce que je sais que vous êtes à Tom Crochi. Là, vous me regardez et ceux qui sont même au fin fond du village. Je suis Welcome la dynamique, votre comédienne, chanteuse et mascotte des Lions Indomptables. Aujourd'hui, j'ai eu cette grâce passant par Canal 2 et ma fille Aline de retrouver mes fils et mes frères. Vraiment, je sais que mon nom est déjà parti dans la liste pour l'animation, quittant ici au Cameroun pour aller à l'extérieur n'importe où. Voilà. Bravo, Mamie Welcome. Bravo. Et je dis merci, Annie. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Et toutes mes fans de mascotte et fans de Union Sportive de Douala, je les fais coucou. Ah, ils vont payer, hein? Ils ne vont pas payer, ils n'ont pas d'argent. Je vous dis, apportez déjà l'argent 50 000 pour votre carte de Nassara Kamakagne. Non, moi je suis plutôt... non, j'ai pas de préférence. J'ai ma préférence. C'est terminé. Merci d'avoir été des nôtres. On va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. La rediffusion les samedis 9h30. Bonsoir.